Nous allons accueillir maintenant Vincent Négri, qui va nous parler des notions d'entretien, de réparation et de restauration dans le Code du patrimoine. Donc Vincent Négri est juriste, chercheur à l'Institut des sciences sociales du politique à l'ENS Paris-Saclay. Ses travaux portent sur le droit comparé et le droit international de la culture et du patrimoine, ainsi que sur les interactions entre les normes et la culture. Merci de me donner l'occasion d'intervenir auprès de vous sur ces questions-là. Donc, lorsque j'ai été sollicité pour finalement développer un propos de juriste, et donc je trouve que ça va prolonger parfaitement ce que Pierre Levaux vous a exposé, au départ on m'a demandé de préciser la notion d'entretien dans le Code du patrimoine. Je n'ai pas réagi tout de suite parce que j'ai quand même vérifié ce qui me semblait. Et il me semblait effectivement que c'est une notion un peu compliquée dans le Code du patrimoine parce que finalement elle n'est pas très présente. J'allais dire qu'elle était absente, pas tout à fait, mais en fait c'est une notion qu'on ne connaît pas vraiment dans le Code du patrimoine et tout au moins qui n'est pas associée à un régime juridique. Donc si vous avez une notion là qui flotte mais qui n'est pas associée à des effets de droit, quelque part, je dirais que ça nous posait quelques difficultés, donc je me suis dit, bon, on va effectivement revenir sur les notions matricielles, en quelque sorte, et donc, dans le Code du patrimoine, il est question quand même de réparation et de restauration, et dans un angle mort, dans un creux, se glisse la notion d'entretien. Donc pourquoi, voilà la raison pour laquelle vous avez ce triptyque entre entretien, réparation et restauration. Après, comment aborder ces questions-là? C'est-à-dire qu'en droit, on va toujours se poser la question, mais quelle est la finalité? C'est-à-dire que si vous avez des qualifications, et donc ces notions sont aussi des notions juridiques, c'est-à-dire qu'il va y avoir un vocabulaire, et ce vocabulaire dont le droit va user n'est pas forcément le vocabulaire dont les conservateurs, restaurateurs vont user. Ce seront les mêmes mots, bien évidemment. Par contre, je veux dire que le contenu ou l'assignation de ces termes ne sera pas tout à fait convergente. Et puis, l'objet de la journée, sont les décors historiques. Alors là, pour moi, c'était un petit peu compliqué, parce que le décor historique est une notion qui n'existe pas en droit. Donc, je suis allé chercher, effectivement, de quoi le décor historique est-il fait sur le terrain du droit. Voilà. Alors, comme c'est une notion qui n'existe pas, je dirais mais par contre, on peut rattacher à cette notion d'autres éléments que vous connaissez. Je dirais que, par exemple, j'imagine des boiseries, des tentures, des tapisseries, et donc des bas-reliefs. Et donc, on va avoir du contentieux. Et donc, ce qui veut dire qu'on va, d'un point de vue juridique, se poser la question, mais la tapisserie, le bas-relief, le décor, en quelque sorte, est-il immeuble par nature? Est-il immeuble par destination? Est-il objet mobilier? Et bien évidemment, en fonction de ces qualifications juridiques, et c'est par cette question-là que Pierre Levaux a fini son exposé, eh bien, il va dépendre finalement le professionnel ou l'identification du professionnel responsable des opérations d'entretien, de réparation ou de restauration. Donc ce sera un des points que j'aborderai. Et donc j'aurai un propos articulé en 3 points. Déjà, un premier point qui est de rappeler, je dirais quelle est la finalité matricielle, on va dire, dans le Code du patrimoine, de l'entretien, de la réparation, de la restauration. Et donc, le Code du patrimoine installe un principe très fort, qui est un principe de conservation. C'est-à-dire que si vous balayez l'ensemble des livres du patrimoine, du livre 1 au livre 6, je laisse de côté le livre 7, qui concerne la manière dont les 6 livres s'appliquent outre-mer, donc les livres 1 au livre 6, je dirais que infuse littéralement l'idée de conserver le patrimoine. Et sur le terrain du droit, la conservation n'a rien à voir, ou peut-être pas tout à fait le même sillon que la conservation dans la pratique des conservateurs-restaurateurs ou des restaurateurs du patrimoine. La conservation, c'est finalement veiller à ce que l'objet garde son intégrité contre toute forme d'altération, donc une forme de sanctuarisation. Donc on pourrait dire que la quintessence du principe de conservation, ce serait peut-être effectivement de ne rien faire, vous voyez,
l'état, ou de le laisser effectivement. Voilà. Mais à un moment donné, si on ne fait rien, l'altération vient. Voilà. Et puis, donc, je vous rappellerai, enfin, je commencerai mon exposé par cette question-là, et puis après, donc, les qualifications juridiques, et puis, bien évidemment, des notions cadenassées. Alors, j'ai longtemps hésité sur le qualificatif à employer, mais finalement, se pose la question de quel professionnel pour quelle opération d'entretien, de réparation et de restauration, et donc je reviendrai sur cette question-là. Alors, pour commencer, une première diapositive que vous connaissez sans doute, qui est une citation de Bablon et Chastel dans un article publié en 1980 dans la Revue de l'Art. 1980 était l'année du patrimoine, et Bablon et Chastel écrivent un article sur la notion de patrimoine. Donc un article qui depuis a été repris, republié. Et donc, dans cet article-là, vous pouvez extraire cette phrase. Et ce qui m'intéresse, c'est non pas, je pourrais dire, la question sociale, hein, sur le fait que sa perte constitue un sacrifice, mais sa conservation suppose des sacrifices. Parce que finalement, c'est une question très ancienne, hein, que Bablon et Chastel revisite, le rapport entre conservation et exercice du droit de propriété. Et je fais ce détour par ce vis-à-vis entre le principe de conservation et puis qui est l'obligé finalement du principe de conservation, parce que l'obligé, c'est le propriétaire. C'est-à-dire qu'on va sacrifier une partie de la liberté du propriétaire, de l'exercice des droits de propriété au nom du principe de conservation. Ça semble assez évident, puisque le droit de propriété est le droit d'user de manière la plus absolue d'un bien. Donc, si vous dites à vos propriétaires, ben, votre bien jouit d'un statut particulier, il est classé, il est protégé, donc vous ne pouvez plus en disposer librement, eh bien, vous altérez, bien évidemment, partiellement, sa liberté de propriétaire d'user librement, y compris de détruire le bien si l'idée lui en venait. Et donc, voilà, on va sacrifier l'exercice des droits du propriétaire. Et donc, je fais ce détour parce que finalement, quand j'aborderai le troisième point sur quelle responsabilité professionnelle, eh bien, on va être dans un creux, parce que tout le droit du patrimoine, il s'est construit autour de cette tension, hein, de cette articulation entre la puissance de l'État, hein, qui va désigner des objets et qui va les assujettir à un statut de protection, et puis le propriétaire qui va supporter la charge qui lui est imposée par ce statut prévu dans le Code du patrimoine. Et donc, bien évidemment, ça va conduire à une élision parce que la question des professionnels et donc des responsables des opérations d'entretien, de réparation et de restauration, eh bien, cette question-là, elle va être à intensité faible, hein, à bas bruit dans le Code du patrimoine, parce que l'enjeu va être de se concentrer sur la dualité propriétaire et mission de l'État. Alors, vous rappelez aussi que finalement, aujourd'hui, dans le Code du patrimoine, donc il y a un principe de conservation, mais ce principe-là, il ne date pas des lois sur les monuments historiques, hein, donc de 1913, et lois plus anciennes de 1887, hein, ni des lois sur les musées, ni sur les archives. Je dirais que l'idée qu'il y a des biens qui présentent un statut particulier, hein, qu'on est dans l'exceptionnalité, et que ce statut particulier commande qu'on les en prenne soin, qu'on les met dans un écrin, en quelque sorte, eh bien, cette idée-là, vous la trouvez déjà en 1617 dans un texte qui révise le dépôt légal. Alors, ça ne s'appelait pas le dépôt légal à l'époque. Je vous rappelle que le dépôt légal est dans le Code du patrimoine. Dépôt légal, donc ce système qui permet effectivement dans un enrichissement automatique, hein, des collections de la Bibliothèque nationale de France. Et donc, dans cette ordonnance de Montpellier qui révise le dépôt légal en 1617, vous voyez effectivement donc ce que le roi écrit, au moins ce qu'il signe, hein, il dit voilà, on va conserver donc ces ouvrages, les entretenir avec soin. Et puis, donc, vous voyez bien, conserver, entretenir, garder avec pareil soin, donc on va dire effectivement, l'idée de restauration n'est pas très loin derrière, de réparation.
Et puis, se pose quand même la finalité, c'est-à-dire que pourquoi, finalement, va-t-on entretenir, pourquoi va-t-on réparer, pourquoi va-t-on restaurer, donc pourquoi va-t-on conserver le patrimoine? Je veux dire que, au risque d'être peut-être un petit peu rêche sur cette question-là, c'est pas pour satisfaire les égos des professionnels du patrimoine, mais c'est pour le public. N'oublions pas que la finalité première de notre action, c'est quand même que le public puisse bénéficier de ces actions. Voilà. Et donc, je vous rappelle que dans les missions du ministère de la Culture, telles que Malraux les a définies dans le décret instituant le ministère le 24 juillet 1959, eh bien, il est dit de rendre accessible au plus grand nombre le patrimoine culturel de la nation. Donc, c'est bien cette question-là d'accessibilité du public qui est en jeu. Et donc, vous voyez bien que déjà en 1617, cette question-là était présente. Ce qui veut dire que ce que nous faisons aujourd'hui, nos réflexions, je dirais que, bon, elles s'inscrivent dans une temporalité, dans un moment, dans un cadre juridique que je vais tenter de décrypter, mais ces préoccupations-là sont anciennes. Et il me semblait, moi, important, effectivement, de le rappeler. Et donc, dans une version plus récente, si j'ose dire, puisqu'elle a quand même plus d'un siècle, Théodore Reynac, quand il rapporte la loi qui deviendra la loi de 1913 sur les monuments historiques, eh bien, dans son rapport donc, devant l'Assemblée nationale, il écrit ceci. Et il écrit ceci, vous voyez, qui rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire ce vis-à-vis entre l'État et le propriétaire. Alors Théodore Reynac, il rêve un petit peu, enfin, parfois c'est vrai, mais c'est pas tout le temps vrai. Il parle d'une copropriété idéale entre l'État et le propriétaire, alors, mais toujours avec l'État en surplomb, parce que vous voyez quand même l'État a le droit d'intervenir, soit par une servitude spéciale, donc le classement, soit en expropriant, donc l'État a le dernier mot, mais voilà, il instille finalement ce que le Code du patrimoine va mettre en scène en 2005, une co-responsabilité. Puisque en 2005, dans une des réformes du droit des monuments historiques, on indique que le propriétaire est responsable de la conservation du monument historique. Alors évidemment, il y a une responsabilité primaire de l'État, puisque c'est lui qui a le pouvoir de désigner et donc de classer, mais le propriétaire qui subit la charge donc, a également cette responsabilité. Et donc, on a un système qui est articulé en 3 strates, finalement, où c'est l'État. Alors, on pourrait dire, et même ça a été écrit, et je l'ai moi-même écrit, c'est aussi, comme d'autres, c'est-à-dire que l'État s'est auto-institué au XIXe siècle le gardien, le garant d'un patrimoine commun. Voilà. Bon, voilà. Non mais, je pense qu'il faut le rappeler parce que ça aurait pu être construit autrement, mais dans l'Europe du XIXe siècle, ça s'est construit comme ça. Les États ont pris en charge cette question-là. Et donc, voilà, on est sur un sillon qui a une historicité où l'État est le titulaire et exclusif. Il a le pouvoir seul de désigner ce qui est protégé au titre du Code du patrimoine. Et puis, ce vis-à-vis que j'ai commencé à introduire, c'est-à-dire que le propriétaire il supporte la charge des mesures de conservation prescrites par l'État. Et puis, dans un 3e point, mais je vous le dis, c'est un peu l'angle mort, c'est-à-dire qu'il y a des professionnels qualifiés, dont Pierre Levaux a commencé à vous parler, qui sont chargés de l'exécution de ces mesures de conservation. Et on voit bien que l'entrée en scène, finalement, de cette 3e strate, elle est beaucoup plus récente. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des prémices, en 68, voilà, et puis une normativité qui va se renforcer en 2002 par la loi Musée. En 2005, là, je dirais que dans le droit des monuments historiques, ça s'affirme de plus en plus, mais vous voyez bien, on est quand même sur, on va dire, les 20-30 dernières années où les choses se mettent en place. Voilà. Alors que les 2 premières strates, elles sont là depuis le 19e. Donc là, on est sur le temps long. Ce qui veut dire que ça prouve aussi qu'il y a une forme de dynamique dans le Code du patrimoine. Et donc, si je reviens sur la question des décors, c'est-à-dire que quels sont effectivement comment vont être qualifiés et identifiés ces professionnels, eh bien, il va y avoir un jeu qui va s'articuler avec la qualification juridique, puisque selon la qualité d'immeuble par nature, immeuble par destination ou objet mobilier, eh bien, on n'aura pas l'identification ou la désignation des mêmes professionnels chargés d'intervenir.
Ce qui veut dire que sur le terrain du droit, on est obligé de jouer avec les qualifications. Alors je vous ai mis 6 exemples, là vous en avez 3 premiers. Alors, un premier exemple qui est sur la diapo qui est à gauche en haut, c'est le décor de l'hôtel de Beauffremont, donc le salon qui est au rez-de-chaussée, et donc qui est classé au titre des monuments historiques en tant qu'immeuble par nature. Et donc c'est posé la question sur la qualification des boiseries de cet hôtel. Et donc vous avez un arrêt de la Cour de cassation de 1938, et dans une autre affaire, la Cour de cassation ne s'est pas déjugée, l'a confirmé en 1963, mais donc prenons le premier arrêt en 1938, où la Cour de cassation vous dit que les boiseries forment les boiseries forment un ensemble décoratif lié de manière inséparable à l'édifice lui-même et sans lequel cet édifice n'eût pas été complet. Leur enlèvement, parce que c'était ça dont il était question, a pour conséquence donc de détruire l'intégrité de l'immeuble dont elles font partie, et donc pour stopper effectivement ce processus, eh bien, la Cour de cassation qualifie ces boiseries d'immeubles par nature parce qu'elles participent de la conception même de l'édifice. Deuxième affaire, sur des tapisseries et des trumeaux dans le château de Chenay à Vouzon, dans le Loir-et-Cher. C'est un arrêt du tribunal civil de Romorantin en 1936. Et donc, là, le litige qui est à trancher, c'est finalement les tapisseries étaient-elles objets mobiliers, donc déplaçables, meubles. Je vous rappelle que sur le terrain du droit, un meuble, c'est un objet qu'on déplace, que mon téléphone est un meuble, donc télécommande est un meuble. Vous voyez, donc on est effectivement sur d'autres désignations. Y compris mon trombone, par exemple, vous voyez, voilà, donc, et un paquebot est un meuble, vous voyez bien, donc on ne va pas distinguer, ça se déplace, le critère c'est la mobilité, donc tout ce qui se déplace est mobile, donc c'est meuble, c'est mobilier. Et donc, est-ce que ces tapisseries donc, sont-elles objets mobiliers, donc déplaçables, sans autre contrainte, ou est-ce qu'elles sont attachées à l'édifice, puisque finalement elles constituent le décor, encore une fois, des pièces du château. Et donc, le tribunal vous rappelle que pour savoir si un objet revêt ou non le caractère d'immeuble par destination, parce que ça, on va y revenir, c'est l'entre-deux entre l'immeuble et le meuble, il importe de rechercher avant toute chose quelle était l'intention de celui qui a installé l'objet, la destination qu'il a entendu lui donner et si le dit objet est affecté ou non à perpétuelle demeure dans l'édifice. Et donc, après avoir dit ça, le juge dit les différents éléments de décor, l'emplacement qu'ils occupent, leur caractère décoratif et utilitaire témoignent à l'évidence de l'intention non douteuse et de la volonté de leurs propriétaires successifs d'attacher ces objets à demeure dans le château de Chenay pour en rendre l'usage, la commodité et l'aspect plus agréable et plus artistique. Par leur style, leur proportion, leur décoration, ils contribuent indiscutablement à l'harmonie des pièces dans lesquelles ils se trouvent, harmonie que leur enlèvement ferait disparaître. Se posait quand même toutefois une question qui était de dire, mais voilà, cette intention du propriétaire, est-ce qu'on peut la déduire? Vous allez voir le luxe de détail du juge, est-ce qu'on peut la déduire ou finalement la neutraliser par le procédé d'attache des tapisseries. Et notamment, nous dit le juge, par l'utilisation de pointes dites semences, qui rendent leur enlèvement plus facile, bien évidemment. Voilà. Et donc, le juge nous dit « Leur enlèvement serait ainsi plus facile. Il importe de retenir que l'expert a constaté que derrière ces tapisseries de tenture, il n'y a qu'un simple enduit de plâtre et qu'aucun papier de tenture ne s'y prolongeait, de telle sorte que leur enlèvement aurait pour conséquence de laisser un emplacement complètement nu, attestant que la décoration des pièces est incomplète et qu'il y aurait nécessité de poser un nouveau papier tenture. » Et vous voyez bien, donc, voilà. Peu importe effectivement la légèreté du procédé d'attache, ce qui compte effectivement, c'est que sans ces tentures, la pièce n'est pas finie. Voilà. Donc,
on rejoint effectivement un petit peu ce qui était dit précédemment. Et puis, sur cette diapositive, un autre cas, qui sont les tableaux d'Odilon Redon à l'abbaye de Fontfroide. Et donc, c'est posé la question donc, dans la bibliothèque de l'abbaye, dont vous voyez ce panneau, de la qualification donc, de ce panneau, parce que bien évidemment, en fonction de la qualification, leur mobilisation et donc leur vente, hein, puisque là c'est le marché qui va rentrer en piste, est plus facile que si ce sont immeubles. Et si ce sont immeubles, vous ne pouvez pas le faire. Et donc, en l'occurrence, le juge nous dit que ces éléments, donc les panneaux en question, ensemble décoratif commandé en 1908, ont été exécutés pour la plupart sur place, étaient constitués de grands panneaux de toile faits sur mesure pour être affectés à l'ornementation de la bibliothèque de l'abbaye. Et donc, le fait que les époux propriétaires aient eu l'intention d'attacher ces panneaux, effectivement, se déduit bien évidemment du fait qu'ils sont indissociables de la bibliothèque elle-même. Et donc, dernière diapo sur ces questions de qualification sur le château La Rochefoucauld, à La Roche-Guyon, la photo du haut, la société de Transurbat, c'est un arrêt, un arrêt qui a été important finalement, puisqu'il met en scène en plus le Louvre dans lequel nous sommes, puisque ce château qui appartenait à La Rochefoucauld est vendu par les propriétaires actuels, donc descendants de La Rochefoucauld, et il est vendu à une société, la société Transurbat, qui a pour projet de le découper en appartements de prestige, sauf que le château, il est classé monument historique en totalité, intérieur et extérieur. Et société Transurbat voit au-dessus des portes du Grand Salon, vous voyez, là, il y avait une photo du Grand Salon, et au-dessus de la porte, donc, qui est à gauche, vous voyez, effectivement, il y a un bas-relief. Ce bas-relief, il est l'œuvre du sculpteur Lecomte, donc il a été réalisé en 1769, date à laquelle le château a lui-même été achevé. Et donc, la société Transurbat, voyant ces deux bas-reliefs au-dessus des deux portes du Grand Salon, a une action assez directe, c'est-à-dire c'est de les enlever et d'aller les proposer à l'achat ici, au Louvre. Voilà. Donc ils sont reçus par un conservateur du Louvre qui les écoute patiemment. Et une fois qu'ils ont quitté son bureau, moi je me suis longtemps imaginé la scène, hein, de voir le conservateur traverser la rue de Rivoli, s'enquiller dans la rue de Valois, monter au dernier étage de 3 rues de Valois au cabinet de la ministre, hein, et dire mais comment se fait-il que l'on me propose à l'acquisition les deux bas-reliefs Château La Roche-Guyon qui, si je ne m'abuse, sont quand même classés au titre des monuments historiques. Donc s'ensuit bien évidemment une action du ministère qui ordonne la remise en place, hein, suivant les dispositions du Code du patrimoine, qui je cite, hein, aux frais des délinquants pris solidairement, vous voyez, on y va franco quand même, hein, dans le libellé du texte, et donc la société dit, ben, sûrement pas, parce qu'ils ne sont pas humains par nature, ils sont humains par destination. Donc s'ensuit un contentieux fleuve, qui arrive dans le Conseil d'État en février 1999, et le Conseil d'État vous dit deux choses. Il dit effectivement ces bas-reliefs ont été réalisés par un sculpteur, donc Lecomte, en 1769, et le Conseil d'État nous dit date à laquelle le château a été terminé également. Voilà. Et parce qu'il devait être intégré dans le décor du Grand Salon. Voilà. Et puis, nous dit le Conseil d'État, l'emplacement au-dessus des portes a été spécialement aménagé pour que les bas-reliefs y soient installés, encastrés. Et donc, le Conseil d'État en déduit que finalement, ces bas-reliefs formaient donc avec l'ensemble du Grand Salon, auquel ils ont été dès l'origine intimement et spécialement incorporés, un tout indivisible. Donc ils sont humains par nature, donc, ce qui veut dire que dans ce cas-là, effectivement, ils bénéficient du classement au titre des monuments historiques. Une affaire plus récente, à droite, sur vous voyez, un plafond peint dans un pavillon de chasse, et la question était de savoir, effectivement, de trancher la qualification de ce décor,
Et donc, sur ce décor, le Conseil d'État vous dit que les panneaux de bois peints comportant des décors épousaient parfaitement les formes spécifiques données à la couverture de pavillon, constituée d'une voûte en arc de cloître, qu'ils ont donc été conçus spécialement pour être incorporés au plafond, et donc ils sont immeubles par nature, parce que, bien évidemment, si on les sépare du plafond, eh bien, ça va porter atteinte à l'intégrité du plafond du pavillon, et donc à partir de là, vous voyez, c'est la question de l'intégrité, cette fois-ci, qui rentre en ligne de compte. Et donc, immeuble par nature. Et enfin, troisième affaire, qui est plus récente, qui a, j'allais dire, défrayé la chronique, pas vraiment, mais tout au moins qui a beaucoup préoccupé, j'imagine, la DRAC, et puis qui a beaucoup préoccupé les juristes. Ça, je peux vous dire, ça a été un festival de commentaires de cet arrêt des décisions du Conseil d'État, puisque, comment vous dire, se croisent quand même le droit des biens, donc le code civil, le code du patrimoine, le droit funéraire. Donc là, vous voyez, ça crée une espèce d'émulsion. Voilà. Mais bon, ce qui m'intéresse, c'est effectivement, c'est-à-dire que cette statue de Brancusi, qui est sur une pierre tombale, le ministère de la Culture avait classé l'ensemble au titre des monuments historiques. Il y a une société Duhamel Fine Art qui a pour projet finalement d'enlever la sculpture et de la vendre sur le marché de l'art. Vous voyez, vous pouvez imaginer le bénéfice qui pourrait en être retiré. Sauf que c'est porté atteinte ou pas à l'intégrité de la tombe. Et vous voyez, alors, effectivement, c'est un décor particulier que je vous présente, mais moi, il me semble intéressant, d'une part parce que c'est l'arrêt le plus récent en la matière, donc il a moins d'1 an, et surtout parce que c'est la manière dont le Conseil d'État tranche la question. Il dit, voilà, que cet élément, donc la sculpture que vous voyez posée sur le haut de cette pierre tombale, ce monument funéraire, cimetière Montparnasse, il dit cet élément a perdu son individualité. Oui, c'est-à-dire que dès lors qu'il a été incorporé au monument. Et moi, il m'a semblé effectivement que là, on était sur une qualification qui me semblait assez séduisante, finalement. C'est-à-dire que le décor, vous voyez, donc je vais vous montrer une généalogie des affaires sur cette question-là. Le décor, là, dès lors qu'il est intimement et spécialement lié à l'édifice, il perd son individualité comme sculpture, comme objet mobilier, pour être partie prenante de l'édifice. Et c'est ce que nous dit finalement le Conseil d'État en 2021, et le Conseil d'État retient la qualification d'immeuble par nature pour cette sculpture. Ce qui est quand même, enfin on pourrait dire, c'est quand même relativement étonnant. Eh bien non, ça ne pose pas de difficulté. Cette sculpture de Brancusi, elle n'est pas dissociable, parce qu'elle a perdu son individualité comme sculpture, en quelque sorte. Donc, pour être intégrée directement à l'édifice. Et donc, pourquoi ai-je fait ce détour par les qualifications juridiques? Simplement parce que de ces qualifications va dépendre l'identification et donc la légitimité, pour reprendre ce que Pierre Levaux a expliqué sur les professionnels chargés d'intervenir. Et donc, dans le Code du patrimoine, on a un archipel de vocabulaire. C'est-à-dire que quand j'essaie de voir effectivement les notions d'entretien, de restauration, d'apparition, comment est-ce qu'elles s'installent dans le Code du patrimoine, eh bien, je trouve effectivement tout ce vocabulaire-là. C'est-à-dire que, or, le Code du patrimoine, il ne parle pas. Pour autant, sur la responsabilité des professionnels, on va avoir effectivement une répartition catégorie par catégorie, donc en fonction des livres du Code du patrimoine, donc catégorie de patrimoine par catégorie de patrimoine, et on va avoir l'identification des professionnels qualifiés. Donc en archéologie, on fait référence à un personnel qualifié. Dans les musées, aux spécialistes présentant des qualifications ou une expérience professionnelle. Et dans le droit des monuments historiques, alors du coup, effectivement, ça va s'afficher aussi pareil, voilà. On va avoir ceci. Et c'est là-dessus que je vais effectivement conclure, c'est que finalement, pourquoi ai-je fait ce détour par les qualifications juridiques? Parce que
Si vous êtes sur des objets mobiliers, enfin, vous voyez déjà que dans les deux cas, l'entrée, c'est réparation ou restauration. Voilà. Je laisse de côté la modification, parce que la modification dans le droit, c'est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que, voilà. Juste un exemple, pour que mon propos soit clair, quand on décide de construire un restaurant sur le toit du théâtre des Champs-Élysées, c'est une modification. Ce n'est pas la réparation ni la restauration. C'est un contentieux ancien du Conseil d'État en 72 sur ces questions-là. Et donc, réparation ou restauration sont les deux matrices du principe de conservation. Et il y a des catégories de professionnels qui sont identifiées. Et bien, ces catégories, elles vont différer en fonction des qualifications juridiques. Et c'est là où ça devient effectivement bien particulier, c'est-à-dire que les décors en question, dès lors qu'ils sont immeubles par nature, eh bien, ça va induire une responsabilité primaire ou première de l'architecte en chef des monuments historiques, ou de l'architecte des bâtiments de France, suivant les cas. S'agissant bien évidemment, si vous avez effectivement des décors qui sont qualifiés d'immeubles par destination ou d'objets mobiliers, eh bien on va tomber effectivement dans le premier cas, c'est-à-dire que des autres professionnels, donc des conservateurs-restaurateurs, des restaurateurs qui vont être en première ligne pour effectuer ces actions. Donc on pourrait dire quand même que sur la question des décors, on va toujours être dans cet entre-deux, sur des questions de qualification, où il va toujours falloir se poser la question de la qualification juridique des décors pour déduire la responsabilité première du professionnel identifié dans le Code du patrimoine chargé de mettre en œuvre les mesures de réparation, restauration ou entretien. Voilà. Et donc, ce qui veut dire que, de ce point de vue-là, et ce sera la fin de mon propos, la conclusion, je dirais que de ce point de vue-là, je dirais que moi, il me semble que sur les décors, et pour reprendre ce que Pierre Levaux disait précédemment, ce qui compte peut-être, outre l'identification de la responsabilité première, ce n'est pas tant effectivement de savoir qui occupe cette pole position dans les opérations d'entretien, de réparation ou de restauration, mais quelles sont les conditions du dialogue entre les professionnels chargés d'intervenir sur ce décor. Je vous remercie. Un très grand merci. Je vais laisser la parole à la salle. Il y a des questions à poser à nos trois intervenants. Il y a des micros qui doivent circuler si vous le souhaitez. Bonjour, c'est pour la responsable de la conservation préventive du Louvre, s'il vous plaît. Pourquoi l'aspect documentation arrive, j'allais dire seulement maintenant, si j'ai bien compris, parce qu'effectivement, à partir du moment où on monte des échafaudages, ça peut paraître assez tentant de compléter l'iconographie ou même de façon simplement, disons, opérationnelle, pas forcément dans un but d'avoir des qualités d'image susceptibles d'être publiées dans des ouvrages d'art ou autres. Je vais essayer de répondre à votre question, mais je ne voudrais pas déflorer le sujet de cet après-midi. Donc oui, documentation, il y a évidemment systématiquement quand il y a entretien. Vous entendrez tout à l'heure, par exemple, que pour la galerie d'Apollon, nous avons fait, après intervention d'entretien, une numérisation 3D qui permet en fait de suivre l'état de conservation des décors. Ça permet à l'histoire du Louvre de la suivre. Ça permet aussi au département des peintures et des sculptures de suivre l'état de conservation de leur collection, au département des objets d'art, mais aussi à la direction du patrimoine architectural et des jardins. Plus la technologie, je dirais, augmente, plus nous sommes capables de disposer d'éléments précis. Voilà, la suite cet après-midi. Est-ce que j'ai le droit de me permettre une question pour l'intervenant ? Oui, donc moi, en tant que directeur du patrimoine architectural et des jardins de l'établissement public du musée du Louvre, je suis soumis avec nos équipes et puis finalement avec les directions avec lesquelles on travaille régulièrement à un paradoxe entre une littérature réglementaire et juridique extrêmement abondante sur les questions de conservation du patrimoine. Et finalement, dans cette littérature, l'absence de précision de ce qui relève réellement de travaux d'entretien, de travaux de réparation et de travaux de
restauration. C'est finalement vrai quasiment sur tous les projets qu'on peut mener. Et finalement, on n'a pas les mêmes intervenants sur les opérations. On aurait très envie, et je prends ma casquette maintenant un peu technique, d'avoir des choses un peu similaires à ce qui existe, ce que vous avez détaillé d'ailleurs sur l'exemple du Mustang, Monsieur Levaux, d'avoir des équivalents de ce qui existe, notamment au niveau de l'AFNOR, sur la maintenance technique des équipements ou des choses comme ça. Est-ce que vous voyez une issue à ce paradoxe et à cette complexité dans nos métiers d'entretien du patrimoine ? La question est, comme vous l'avez dit, extrêmement technique, donc par avant, je ne peux pas répondre. En revanche, ce qui m'a aussi frappé, et c'est ce qu'a montré Vincent Négri, c'est le fait qu'il y a, alors le terme de vide juridique n'est certainement pas le bon, mais qu'on est dans ce que moi j'appelle une zone de libre-échange, une frontière, et que là, l'innovation est possible. Alors, est-ce que ça peut se faire par une norme, sans doute peut-être, et la jurisprudence, la casuistique est essentielle. Alors ensuite, pour tout le dire, et je voulais que Vincent me donne un peu des éléments sur les études de cas, ce que les philosophes, alors là je parle vraiment pour la philosophie, disons, fondamentale, enfin lourde, a comme outil pour, disons, analyser les œuvres d'art, et c'est un débat qui est actuel, c'est ce qu'on appelle la méréologie, c'est-à-dire la théorie du tout et des parties. Comment fabriquer un tout avec des parties, et quelle partie peut-on ôter à un tout sans le dénaturer? C'est une question qui est celle du bateau de Thésée, que vous trouvez souvent dans la question de l'entretien, de la restauration, de la conservation du patrimoine, et que Vincent a évoqué en expliquant que cette statue perdait son individualité. Alors, ce sont des questions qui, effectivement, préoccupent les philosophes, et vous ne m'en voudrez pas de ne pas développer plus avant, mais en revanche, il est vrai qu'il serait temps, peut-être, que les philosophes se préoccupent de la façon dont ils pourraient être utiles, et je dis utiles, non pas à leur propre discipline, mais aux praticiens sur le terrain, pour non seulement, ou plutôt avec les juristes, mener une petite analyse sur ce que c'est que, alors je ne dis pas les œuvres d'art, je ne dis pas les monuments, mais bien le patrimoine, comme réalité sociale et construction juridique. Voilà. Donc, merci de cette question, et je resterai prudent, voilà, en évoquant simplement ce terme de méréologie. Merci beaucoup. Mais si je peux prolonger le propos de Pierre, les difficultés... Alors, j'ai commencé par dire la leçon d'entretien me met mal à l'aise. Elle me met mal à l'aise également pour une autre raison dans le Code du patrimoine, c'est que finalement, quand on regarde, mais de manière bien particulière dans le droit des monuments historiques, s'agissant des immeubles, les travaux d'entretien et de réparation ordinaire sont exemptés de tout contrôle. Voilà. Ce qui veut dire que finalement, on laisse le propriétaire maître. Hein. Alors effectivement, on pourra toujours dire il y a le contrôle scientifique et technique derrière, ainsi de suite, mais finalement, on vous dit effectivement qu'il y a un cas où il y a une dispense de demande d'autorisation, c'est sur les travaux d'entretien et de réparation ordinaire. Quand cette exception a été introduite dans le Code du patrimoine en 2005, on a été nombreux à se dire, mais qu'est-ce que c'est donc que de la réparation ordinaire par rapport à de la réparation qui ne serait pas ordinaire, donc, voilà. Et qu'est-ce que donc l'entretien par rapport à de la réparation? Voilà. Et puis, voyez, donc c'est quand même assez complexe. Alors, on s'est dit, comme c'est un régime qui octroie finalement des droits aux propriétaires, parce qu'on dit aux propriétaires, vous pouvez y aller sans crainte, puisque l'État n'est pas derrière vous, en vous contraignant par un régime d'autorisation. Donc on laisse la liberté du propriétaire sur ces travaux de réparation et d'entretien ordinaire. Et donc, on était nombreux à se dire, c'est le contentieux, finalement, c'est le juge qui va nous dire qu'est-ce qui relève de l'entretien ou de la réparation ordinaire. Donc on est en 2022, 2005, 17 ans plus tard, aucun contentieux. Voilà. Ce qui veut dire que ça prouve, j'imagine, que le contrôle scientifique et technique marche et que le dialogue marche bien avec les propriétaires, mais il n'en demeure pas moins, moi je suis toujours, parce que vous savez, on aime bien quand même avoir des notions un petit peu stabilisées, à moins que ce soit effectivement ce que Pierre dit, c'est-à-dire que c'est un espace de dialogue, de négociation. Le fait que ce ne soit pas défini expressément, même si une circulaire en 2009 a tracé quelques lignes en disant mais ce n'est qu'une circulaire, donc elle n'est pas opposable
à l'administrer. Donc, à un moment donné, ces questions-là, elles s'installent de manière bien particulière dans le Code du patrimoine, et notamment dans les relations entre l'État et les usagers, parce qu'on dit aux propriétaires, c'est à vous d'apprécier si c'est de la réparation ordinaire ou pas. Voilà. Et donc j'imagine que là, il y a un vrai dialogue à construire avec la DRAC sur cette question-là, entre propriétaires et la DRAC. Qui existe, hein, bien évidemment. Madame a une question. Est-ce que vous savez, est-ce que vous comparez, est-ce que peut-être vous en tirez des expériences de pays qui peuvent avoir la même problématique patrimoniale, comme, je sais pas, l'Italie, l'Autriche, enfin, qui n'ont pas forcément le même code de patrimoine que nous, mais enfin, est-ce que vous comparez comment ils agissent? C'est pour moi, j'imagine. Alors oui, nous avons effectivement des travaux de comparaison des droits, donc faisons du droit comparé sur la question du patrimoine. Alors, on n'est pas le seul État à avoir un code du patrimoine. Il y a un code du patrimoine en Italie, mais qui est construit de manière totalement inverse à ce que nous, on a fait en 2004, puisque quand vous regardez le code italien, enfin plutôt, on va commencer par le nôtre. Quand vous regardez notre code du patrimoine, il est construit en tuyau d'orgue. C'est-à-dire que vous avez livre 2 les archives, livre 3 bibliothèque, 4 musées, 5 archéologies, 6 monuments historiques et espaces protégés. Donc catégorie par catégorie. Mais dans chaque catégorie, finalement, vous avez un principe de conservation par un contrôle de l'État, par des régimes d'autorisation ou par des régimes de déclaration, par la capacité d'exproprier ou de revendiquer. Donc vous avez des mesures juridiques, mais qui se répètent de code en code. Y compris, par exemple, le contrôle scientifique et technique qui est repris dans chaque livre. Voilà. Et qui n'est pas en disposition commune, vous voyez. Et donc, les Italiens ont fait justement ce travail que nous, on n'a pas fait. C'était une option sur la table, mais qui n'a pas été retenue, de rentrer non pas par les catégories, mais de rentrer par les régimes juridiques. Et donc, il rentre effectivement, donc le code italien, donc, de fait, est beaucoup plus resserré. Et donc, quelles sont les obligations en matière d'autorisation, quelles sont les obligations en matière de déclaration, et à quel type de patrimoine ça s'applique. Donc on rentre par les régimes juridiques, ce qui, moi, me semble beaucoup plus lisible, mais ça veut dire qu'effectivement, il y a une certaine aussi maturité à acquérir sur ces questions-là, mais c'est une autre manière de construire le droit. Et donc, ce qui veut dire qu'en Italie, les questions que j'évoque sur des régimes un peu particuliers, comme la dispense de contrôle sur les travaux d'entretien, n'existent pas. Voilà. Parce qu'on ne peut pas introduire une niche sur une catégorie, puisque finalement, c'est par des catégories matricielles de régime juridique qu'on rentre, et on ne va pas effectivement faire une catégorie qui introduit un régime d'exception. Ça, c'est pas possible. Donc, et sinon, dans les autres droits, alors on voit effectivement quand même que la notion de monument historique s'est installée en Europe partout. Voilà. Et que finalement, on n'est pas les premiers, quel que soit le discours ambiant, on n'est pas les premiers à avoir adopté une loi sur les monuments historiques. Ce sont les pays scandinaves qui, les premiers, ont fait cet effort-là. Alors, en 1866, par exemple, et donc nous, c'est 1887, donc c'est 20 ans plus tard. Donc on voit effectivement que cette idée d'un patrimoine que l'on protège est prise en charge par l'État. C'est une donnée commune à l'ensemble des pays européens, et j'allais vous dire qui est quand même largement répandue, même si on dépasse le cadre européen. C'est-à-dire qu'ailleurs, que ce soit en Asie, en Afrique ou sur le continent américain, vous avez pareil cette prise en charge par l'État de la question du patrimoine, avec l'angle mort, et qui est celui que j'ai exprimé, c'est quels sont les professionnels chargés d'intervenir. Toujours pareil, parce que dans tous les droits, ces droits sont construits sur la même dialectique entre la responsabilité cardinale de l'État de désigner et de dire ce qui fait patrimoine et le propriétaire qui supporte la charge de la conservation. Et ça, c'est une matrice qui n'est pas franco-française, qui est largement répandue. Je peux ajouter quelque chose qui reprend un peu, du coup, différents éléments et qui fait avancer, entre guillemets, un des intérêts de la philosophie. Ce qu'il y a de très nouveau dans votre journée qui porte sur l'entretien, c'est en fait la notion de temps, parce que l'entretien, c'est d'abord une question de fréquence.
Donc on se retrouve avec cette notion qui est distincte de celle qu'on a évoquée, c'est-à-dire quand on parle de la statue et du décor, on dit qu'il y a des éléments qui ont des parties spatiales. Bon. Toutes les actions dont on parle en conservation-restauration, en restauration, ont des parties temporelles. Ce sont des actions. Une action n'a pas de partie matérielle, mais des parties temporelles. Pour qu'on soit bien d'accord dans le domaine du patrimoine, ça existe aussi, puisque nous avons le patrimoine culturel immatériel, où des rites, des traditions sont patrimonialisées, et puis nous avons le patrimoine culturel matériel, où il s'agit d'objets, d'entités matérielles qui ont des parties, encore une fois, spatiales. Donc ces distinctions nous sont assez familières, et ce qu'il y a dans en fait, ce qu'on appelle la conservation du patrimoine, c'est une superposition des deux strates. C'est-à-dire vous avez effectivement des objets qui ont des parties matérielles, et sur ces objets, il y a des opérations qui se font qui, elles, ont des parties immatérielles, c'est-à-dire des parties temporelles. C'est ce qu'on appelle des endurants et des perdurants. Alors, j'ose prononcer le terme, et on revient sur la question de la documentation et aussi des standards internationaux, puis des normes que vous avez posées, parce qu'il y a dans la conservation du patrimoine, et vous le savez mieux que moi, ce qu'on appelle une ontologie de domaine. C'est-à-dire que le CIDOC-CRM, donc le CIDOC, c'est le comité pour la documentation de l'ICOM, du Comité international du musée, a développé une ontologie de domaine, donc le modèle conceptuel de référence, qui permet à toutes les institutions patrimoniales d'échanger des informations. Et pour échanger ces informations, le CIDOC a distingué ces deux éléments, les endurants, les perdurants, en se posant la question de la façon dont ils allaient modéliser le temps. Bon. Alors, j'ai pas eu le temps de chercher, mais peut-être que d'autres le diront, ce qu'il en était de la notion d'entretien comme opération liée à la conservation-restauration du patrimoine dans ce modèle conceptuel, mais c'est un point délicat, et donc pour conclure sur la question des normes, des standards internationaux, du rapport entre tout et parties, je voudrais juste souligner que ce qui, pour moi, est très nouveau, et c'est pour ça que j'en ai absolument pas parlé dans cette journée, c'est la question de la temporalité. Voilà. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on en reste là et qu'on fasse 5-10 minutes de pause avant de reprendre par la table ronde de la matinée. Merci.